C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech. On commente cette actualité aujourd'hui avec 3 experts. Attention, Anthony Cocker est avec nous pour la première fois dans un débrief. Bienvenue, Anthony. Vous êtes le directeur général de Lexing Techno. On va éplucher ce que disent ces textes réglementaires. Vous allez nous expliquer tout ça. Philippe Legrand également est avec nous, un fidèle. Bonjour Philippe. Bonjour Ravi Delphine. de vous revoir, vice-président d'Infranum et président de Téléos. Les télécoms, le Mobile World Congress, ça s'approche. Attention, on va tous partir à Barcelone. Et Rodolphe Rodriguez. Bonjour Rodolphe, vous êtes le directeur général adjoint de Weborama. Merci également d'être avec nous. On va parler du procès sur l'addiction ou non provoquée par les plateformes, cette addiction aux réseaux sociaux. On va s'intéresser évidemment, je vous l'ai dit un petit peu, je vous l'ai teasé, au Mobile World Congress 2026 avec ces grands sujets qui nous semblent importants à traiter dans le domaine des télécoms. Mais on va commencer avec la question de la souveraineté alimentaire et comment le numérique peut intervenir sur ce sujet, puisqu'en ce moment, c'est le salon de l'agriculture, bien évidemment. Et donc, on va partir en direct sur ce salon grâce à Michel Lecomte qui est connecté avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur du média social français Smart Réseau. C'est une plateforme où on partage des contenus qui sont vraiment pensés pour les acteurs locaux et qui sont à destination des acteurs locaux, qui sont portés par des audiences dans chaque territoire. Et vous avez lancé il y a quelque temps, mais là c'est, je dirais, une annonce qui prend toute son importance et toute son envergure avec l'actualité, une nouvelle plateforme pour mettre en avant en fait les produits des agriculteurs, des producteurs français. Ça s'appelle Ulcoc. Déjà, je voulais vous poser la question sur ce salon de l'agriculture là, qui a eu un démarrage un petit peu chahuté. Comment ça se passe pour vous en ce moment? Mais c'est très morose. Il y a pas grand monde. Eh oui. Le fait que les bovins soient absents, je pense qu'il y est pour beaucoup. Ouais. Maintenant, au niveau des agriculteurs, ils sont très inquiets. Il y a un défilé des politiques, mais ils n'y croient plus. Vous le savez, le Mercosur est passé, il y a eu l'Inde dans la foulée, il y en aura d'autres encore. Donc c'est morose, très morose. Ouais. C'est morose, il y a de l'inquiétude et il y a aussi une volonté importante en fait d'agir, de passer à l'action sur la souveraineté alimentaire. Comment est-ce que votre projet peut s'inscrire dans cette idée? Alors, il va s'inscrire dès le moment où le bon sens paysan n'a pas donné la possibilité, avec toutes ces années, aux consommateurs qui ont envie de les aider. Les consommateurs ne vont pas mettre 100% de leur budget dans les produits locaux, mais ils peuvent mettre ne serait-ce que 5-10%, ça aiderait beaucoup en local. Et donc, ils ont oublié, mais pas tout seuls, ils ont tous oublié de mettre des annuaires et surtout passer à l'heure du numérique, c'est-à-dire du e-commerce, mais local. Donc nous, on a mis à disposition des agriculteurs, du monde de l'agriculture, des métiers de bouche, mais également des commerçants dans les ruralités, deux plateformes e-commerce, une en B2B, une en B2C, ce qui va leur permettre maintenant de faire du commerce de proximité et de sensibiliser les consommateurs qui vont pouvoir devenir consomme-acteurs. Ah bah ça, oui, c'est un terme qu'on a déjà entendu, mais on attend toujours que ça soit le cas. Donc en fait, ce sont des marketplaces, si je résume, qui vont mettre en avant cette production française. Comment ça réagit au sein du salon? Quels sont les retours que vous avez là des exposants? Ah, ils sont excellents. Excellent, ils attendaient tous une solution qui soit intéressante pour eux, parce que nous, en plus, on leur met un outil digital à disposition, et contrairement aux habitudes des marketplaces, nous, on ne prend pas de commission sur leur chiffre d'affaires. Les consommateurs vont vraiment acheter direct chez eux. Nous, on a un modèle économique qui est différent. On vend des abonnements, point barre. Et vous en avez parlé à Arnaud Montebourg, parce que lui, il est à fond sur ce sujet. Alors, mais en fait, je vous dis ça un petit peu par provocation, parce que ça fait quand même des années qu'on dit, voilà, il faut mettre en avant la production française, il faut essayer de pousser à acheter davantage local. Et pourtant, ça a du mal à bouger. Comment est-ce que vous pensez pouvoir, vous, agir, avoir un impact plus important? Alors, tout simplement parce qu'on ne réinvente pas ce qui existe déjà. Nous, notre rôle, là, c'est le rôle des réseaux sociaux, normalement, vous savez, de l'Internet, l'ancien Internet, le réseau des réseaux. Nous, on essaie de fédérer tout l'existant, et quand il n'existe pas, eh ben, on fait en sorte que ceux que l'on connaît, on va les introduire dans ces marchés. Oui, et ça va être valable également pour nos amis des alternatives numériques. Juste une petite question très annexe. Ulcoc, Hulcoc. Qu'est-ce que ça vient d'où ce nom? Le coq, je vois bien, mais
Alors, c'était un jeu de mots, vous savez, dans le genre Hulk. Ah oui, d'accord. Ok. Tout simplement. Allez, je vais faire un tour de table avec mes commentateurs. Est-ce que, pour vous, le numérique peut faire quelque chose pour aider à la souveraineté alimentaire? Carton rouge, carton vert, oui ou non, le numérique a quelque chose à dire là-dessus? Oui, pour tout le monde, à l'unanimité. Très bien, on est d'accord. Qui veut commenter? Oui, Philippe? Oui, je ne vais pas commenter le nom, hein, je m'abstiendrai. Non, l'initiative est tout à fait louable, intéressante, et elle a pour vocation à promouvoir la souveraineté alimentaire française et le locavorisme qu'il faut appeler de nos voeux. Je ne sais pas si la plateforme aura un grand succès, parce qu'il y a quand même cette intermédiation ne vient pas seule, hein, il faut des grands budgets pour bien pénétrer le marché. Des budgets marketing notamment? Mais oui, c'est vraiment l'enjeu. Pour autant, en tout cas, le sens est intéressant, il faut l'encourager, bien entendu, et être consommateur, je suis d'accord. Ouais. Et puis nous, en tant que médias, c'est ce qu'on fait en fait. Hein. On essaye de donner un petit peu de visibilité. Donc voilà, si nos confrères veulent nous copier, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, en sachant qu'effectivement, c'est une bonne initiative, puisque les lois d'orientation, notamment en souveraineté numérique, de souveraineté alimentaire, qui datent de mars 2025, sont plutôt orientées sur la production, donc avec le déficit d'agriculteurs dans les prochaines années. Ouais. Et on a rarement un lien direct avec effectivement la consommation. Donc produire ce qu'on consomme ou consommer ce qu'on produit, peu importe, mais grosso modo, on voit qu'il y a un décalage. Il suffit de regarder les pénuries qu'on a pu avoir sur les œufs, sur le beurre, les huiles. Et donc typiquement, effectivement, avoir une visibilité de la production et de ce qu'on peut consommer, notamment localement, c'est vraiment un atout majeur pour compléter toute l'orientation stratégique qu'on a pu initier à partir de mars 2025. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Michel, parce que on a vu là régulièrement. Ah, alors attention, il faut acheter des poireaux parce qu'en ce moment, les habitants ont du mal avec les poireaux. Il faut acheter des choux-fleurs. Il faudrait que vous fassiez aussi peut-être un système d'alerte sur les produits sur lesquels il y a une tension et mobiliser tout le monde pour en acheter davantage. Il y a ça aussi, mais vous savez, dans la présentation, j'ai oublié de vous dire quand même que nous, notre réseau, on s'appuie sur un réseau d'associations dans les territoires qui vont avoir des conciergeries. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des conciergeries dans tous les territoires, de telle manière que le consommateur, vous savez, ils sont habitués à faire des achats dans les grandes surfaces et ils vont au drive après. Il faut qu'ils retrouvent tout. Nous, les conciergeries vont permettre de trouver les produits alimentaires locaux, mais en même temps, les produits qui viennent des commerçants locaux. D'accord, très bien. Et ça, c'est un détail important parce que la réussite est là. Il faut amener le service complet. La carte bleue, c'est pas c'est le consommateur qui l'a. C'est ça. Et il l'a fait fonctionner que si c'est facile. Hein. Et dites-moi, vous qui êtes quand même assez convaincu que le numérique a quelque chose à faire pour changer la donne aujourd'hui, et notamment en matière de souveraineté, vous suivez les municipales aussi de près, puisque Smart Réseau, c'est vraiment très ancré dans les territoires, je le disais. Vous avez l'impression que le numérique est bien traité, là, sur ces élections? Pas vraiment. Ah ouais, on est d'accord. Non. Pas du tout. Mais moi, la politique, j'essaie de ne pas en faire. On essaie de ne pas se mouiller là-dedans. On essaie de défendre... Nous, notre combat, c'est la souveraineté économique, alimentaire et culturelle de chaque territoire. Vous voyez, ce qui est important, c'est que dans les territoires, la vie continue. On ne peut pas imaginer des territoires ruraux sans agriculteurs, sans commerçants et sans associations. N'oubliez pas que les associations culturelles ou sportives sont financées par les commerçants locaux. Hein. Ce n'est pas les mairies qui les payent. Hein. Merci Donc c'est ça le beaucoup. combat. Merci beaucoup, Michel Lecomte. C'est bien, voilà. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des gens qui passent à l'action. On est super content de pouvoir en parler aujourd'hui dans Smart Tech. Michel Lecomte, je rappelle que vous êtes le président fondateur du réseau média social souverain français Smart Réseau et donc de la marketplace désormais Ulcoq. On passe à notre autre sujet. On vous laisse retourner au salon de l'agriculture. On va s'intéresser à la procédure judiciaire qui porte sur l'addiction aux réseaux sociaux. C'est actuellement en cours aux États-Unis, au tribunal de Los Angeles. Ça a été lancé après plusieurs plaintes d'internautes qui donc accusent les réseaux de les avoir rendus totalement accros quand ils ont commencé d'ailleurs à les fréquenter très très jeunes. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer la part de responsabilité de ces plateformes? On a entendu Meta, on a entendu YouTube, tous les deux disent ah mais nous on n'a aucunement essayé de manipuler les gens pour les faire rester plus longtemps. D'accord ? Très bien, on prend note. Il y a quand même eu quelques confessions, on va dire, de Mark Zuckerberg, qui dit oui, on aurait peut-être pu essayer quand même de dépister un peu plus tôt, quand il y avait des jeunes qui avaient moins de 13 ans. Quel est votre regard, vous, sur cette procédure? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut faire bouger les choses déjà?
Je Rodolphe. pense que oui. Je pense qu'elle est saine. Oui. Elle n'est pas. Enfin, ce sont les choses qu'on a connues sur d'autres sujets que les réseaux sociaux. Il y a nécessité de réglementer. Je pense que là, on est face à quelque chose de nouveau. L'IA fait que on contrôle plus vraiment ce qu'on fait derrière. Un algorithme qui est construit pour pousser à l'utilisation, il peut avoir des garde-fous. Là, est-ce qu'il y a des garde-fous? Et je pense que c'est une des questions du procès. Vous voulez dire que là, vous allez sur l'étape d'après, c'est-à-dire que parce que ce procès, il porte sur une époque presque révolue, c'est-à-dire où les agents IA n'étaient pas encore sur les réseaux sociaux, Oui, mais où les algorithmes avaient toute leur importance et étaient quand même manipulés par les propriétaires de ces plateformes. Tout à fait. Alors, dire que les agents IA, c'est une révolution aujourd'hui, c'est vrai. Enfin, l'IA, ça fait un moment que ça existe. Ça fait un moment que les sociétés de ce type l'utilisent. Ouais. Et on n'appelait pas ça IA, d'ailleurs, à l'époque. Quand vous faites un algorithme, vous lui donnez un objectif. Là, l'objectif, c'est je veux que les gens consomment plus mon service, puisque c'est mon modèle économique. Mais vous pouvez avoir des garde-fous pour éviter de traiter certains sujets, pour éviter de partir sur des problématiques culturelles, religieuses, sexuelles, etc., qui peuvent créer de l'addiction ou du conflit. Et je pense, enfin, au regard du contenu que je consulte sur les réseaux sociaux, que ces garde-fous, aujourd'hui, ils n'existent pas. Et je pense que c'est une problématique du procès actuel qui cherche à, justement, avoir plus de transparence sur la manière dont ces algorithmes sont construits. Ouais. Et ensuite, il y a la problématique d'âge. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, ce sont des algorithmes qui sont construits pour faire rester plus longtemps. Et moi, j'ai retenu cette phrase de Mark Zuckerberg qui dit, en fait, le temps passé sur l'application était un effet secondaire. Oui, mais c'est pas... Parce qu'en fait, c'est pour mesurer une expérience de qualité, finalement, ce temps passé. C'est toute la difficulté de ce procès, je trouve. C'est de vraiment poser les choses sur de la responsabilité. Alors, Ouais. en sachant qu'on parle là évidemment de personnes qui sont considérées comme vulnérables dans la réglementation, notamment sur la protection des données à caractère personnel, puisque comme vous l'évoquez, c'est quasiment les débuts d'Internet, on est en train de juger quelque chose qui a 15 ans d'âge, et qu'effectivement, on a aujourd'hui une confusion, et là je vous rejoins complètement, entre l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, puisque quand vous regardez la dernière version de Sora, donc le conception de vidéo par OpenAI, effectivement, ils le présentent comme un média social. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un TikTok et puis finalement, c'est que du contenu généré par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, il y a déjà le premier élément, c'est le contrôle et la vérification de l'âge pour les mineurs. C'est vrai qu'on a toute la difficulté, puisque souvent on a induit un autre biais, c'est la vérification biométrique, avec les soucis que ça peut poser derrière. Et puis, des technologies aussi qui sont designées pour capter l'attention. Ce sont les likes, les 3 points de suspension quand vous envoyez un message sur une messagerie classique. Et puis aussi le scroll infini, exactement, qui vont créer de la dépendance. Et sachant qu'effectivement, les réglementations suivent, puisqu'en fait, dans le dernier règlement sur l'intelligence artificielle, on introduit bien dans les pratiques plutôt sensibles ce qu'on appelle les liens subliminaux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en dehors de la perception humaine. Et donc, on conçoit qu'effectivement, il suffit de regarder le taux d'adhésion et ce que font les adolescents justement sur OpenAI avec une décharge, c'est ça, une décharge émotionnelle. C'est qu'en fait, effectivement, ce qu'on a connu 15 ans après l'avènement des réseaux sociaux va apparaître très vite sur les systèmes d'intelligence artificielle, puisque cette dépendance est de plus en plus importante. Mais on a un texte en Europe, on a le DSA, le Digital Services Act, qui devrait permettre aux Européens d'agir sur cette question des risques systémiques. La surconsommation, la dépendance, c'est un risque systémique qui devrait être pris en compte par ces plateformes. Et moi, je suis étonnée en fait que ce procès il soit aux États-Unis et qu'on n'en parle pas ici. Alors, le problème, il est pris un petit peu à l'envers. C'est qu'en fait, on va édicter des principes de vulnérabilité. Comme je vous ai dit, on va considérer que l'âge est un élément de vulnérabilité et on va mettre des garde-fous sur les pratiques. Oui. Et c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir mettre en place des protections, notamment des plus jeunes publics, c'est-à-dire des pratiques qui ne sont pas autorisées. Donc, comme je disais tout à l'heure sur la partie intelligence artificielle, toutes les pratiques subliminales, on va les encadrer fortement. Et ensuite, effectivement, l'usage par les utilisateurs, ça va être par un contrôle de l'âge. Et c'est par rapport à ce contrôle d'âge qu'on va mettre en place des protections. Vous parlez que des mineurs, parce que c'est pas que sur les mineurs le problème de la surconsommation. Oui, là, d'ailleurs, l'enjeu, c'est la santé psychologique des utilisateurs, avec qu'une plateforme cherche à monétiser de l'audience et à encourager cette audience. Bon, c'est normal, c'est inhérent au commerce. On rentre dans un magasin, on fait du shopping, on
on essaie de nous garder le maximum pour qu'on consomme. Mais là, la difficulté, c'est que l'emprise est très forte. Et la domination et la manipulation qui peut être organisée par la plateforme pour conditionner les personnes à forte vulnérabilité ou même sans vulnérabilité constatée ab initio, et bien dans ce cas-là, cette capacité que nous avons, que ces plateformes ont à manipuler et à encourager cette emprise, elle est destructrice sur le plan psychologique, et c'est pour ça que ce procès va apporter beaucoup d'éclaircissements, je suis d'accord, et il pourrait intervenir aussi en France. On a eu trop de cas de souffrance psychologique induite par cette emprise des plateformes sur la vie des individus. Donc il faut suivre ce procès avec attention, en espérant en tout cas que les garde-fous dont nous parlons aujourd'hui puissent être mis en place. Ouais. Et moi, je trouve ça intéressant aussi par rapport justement à tous les débats qu'on a ici sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans plutôt que 13 ans, la vérification de l'âge et tout ça. Là aussi, ça nous montre qu'il y a quand même d'autres leviers, d'autres moyens d'agir. Alors moi, j'ai repéré, Frances Haugen a publié son livre il y a quelques temps, où elle fait des propositions. Elle dit sur Instagram, par exemple, régulièrement, on voit dans les bios des enfants, je suis en CM1. Ça, a priori, je pense que la plateforme peut vite le repérer. Les algorithmes peuvent apprendre à repérer très tôt quand elles ont des utilisateurs qui sont très jeunes. Voilà. On peut aussi imaginer des systèmes où la plateforme est ralentie au moment de l'heure du coucher des enfants pour petit à petit, finalement, les encourager à quitter l'application. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ou des algorithmes adaptatifs par rapport à la personnalité de l'utilisateur. Exactement. Aussi faire un reset de nos algorithmes parce que, je ne sais pas, par exemple, on a eu un moment une maladie et quelques angoisses, on s'est renseigné sur un thème. Il y a un moment, on a envie que ça s'arrête, on veut passer à autre chose. On veut sortir de cet enfermement algorithmique. Donc il y a plein de solutions. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas du tout ici en Europe. Donc, carton rouge ou carton vert sur l'utilité de cette procédure. Pardon, je me suis trompée. Oui, moi je trouve que c'est super utile. Pourquoi vous trouvez que c'est pas utile ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on juge effectivement après 15 ans d'usage, et qu'en fait, je pense que le vrai sujet maintenant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des procédures qui sont mises en place, notamment, je pense, la procédure accélérée pour l'interdiction des réseaux sociaux dans les établissements scolaires. Mais je pense qu'il faut porter le débat au-delà, et effectivement, vous avez bien évoqué le sujet, c'est qu'en fait, on a des protections technologiques, mais il faut plus de lois comme celle qui va passer en procédure anticipée pour interdire effectivement les réseaux sociaux dans certains contextes. Alors notamment vous êtes pour l'interdiction parce que vous pensez que la régulation par les plateformes, ça ne peut pas fonctionner, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je pense qu'il faut contraindre l'utilisation, et la loi qui est anticipée sera... Est-ce que ce procès ne va pas justement pousser à plus de réglementation ? Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce type de démarche, la réglementation s'en serait occupée ? Alors, c'est plus de contraintes sur les plateformes que sur l'utilisateur. Oui, parce qu'en fait, dans l'actualité ce matin, effectivement, on voit qu'il y a une volonté des États-Unis de réduire effectivement l'impact du RGPD. Donc en fait, on a aussi une grosse difficulté, c'est qu'en fait, on est dans un environnement très protecteur au niveau européen, puisqu'on a quand même une bonne réglementation implantée sur notamment le droit des nouvelles technologies. A contrario, c'est un élément qui freine l'activité des acteurs américains, et donc on voit qu'il y a un vrai sujet. Donc je pense que la tendance ne sera pas de réglementer à nouveau, c'est ne serait-ce que d'appliquer ce qui existe déjà. Ouais, réglementation d'accord, mais éducation surtout. Oui, c'est le point dont on ne parle pas, et c'est vrai avant aussi sur le précédent sujet. Je pense que ça passe par une phase d'éducation des gens, mieux consommer ou acheter français, ou mieux gérer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le problème, c'est que les parents, ils apprennent avec les enfants. Parce que ça fait 15 ans. Et je pense que le rapport aux réseaux sociaux de nos petits-enfants sera complètement différent, parce qu'il y aura eu une éducation faite par des gens qui ont grandi dedans. Et ça, il n'y a pas beaucoup de démarches qui vont dans ce sens-là. À la fois sur la consommation, consommer français, consommer mieux, ou sur les réseaux sociaux, ou sur tous les sujets. On reste un peu on n'a pas retrait. été éveillé du tout au risque. Exactement. Absolument. Et c'est très vrai, puisqu'au fait, dans la réglementation européenne, quand on prend le RGPD, finalement, en fait, pour les personnes mineures, je reviens sur, puisque ce sont ceux qui sont bien identifiés, la protection, finalement, le consentement est lié à la personne responsable, donc aux parents. Et en fait, on voit qu'on dérive un petit peu, puisque la réglementation actuelle pour la protection des réseaux sociaux pour les mineurs
bonheur, en fait, se base sur l'établissement scolaire. Donc, en fait, effectivement, comme vous l'avez évoqué, en fait, bien souvent, en fait, les parents apprennent ou n'apprennent pas, en fait, comment fonctionnent les réseaux sociaux. Et on voit bien que le garde-fou en disant vous avez le consentement de vos parents pour l'utilisation des réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Non. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas si on ne fait pas la partie, le travail sur l'éducation de l'ensemble des citoyens. Ouais. Allez, on termine avec le Mobile World Congress 2026. Personnellement, je m'envole dimanche pour Barcelone et j'en suis ravie pour aller voir quels sont ces grands sujets à traiter dans les télécoms. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Philippe parce que c'est quand même notre expert infrastructure telco. Voilà, le meilleur. Le meilleur, je ne dirais pas ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? En fait, j'attends beaucoup de choses. Déjà, il va y avoir des évolutions. On a beaucoup assisté à la cloudification, à la virtualisation des réseaux. Donc, il y a des enjeux de sécurité inhérents et de souveraineté, d'ailleurs, de nos réseaux. On a enfin l'émergence de la 5G Advanced. Donc, tout ça, on va le regarder avec attention. J'ai l'impression que personne n'en veut, que ça ne fait plus tellement rêver, quand même. C'est ça, c'est-à-dire que la promesse de la 5G ne s'est pas réellement traduite par de nouveaux services. En revanche, il y a une initiative du GSMA qui est vraiment super intéressante, c'est Open Gateway. Et Open Gateway, ça ouvre la nouvelle ère des réseaux avec le développement de nouvelles applications. Enfin, c'est un standard interopérable entre les différents réseaux pour que les plateformes puissent s'enrichir de nouvelles fonctionnalités d'API qu'on va pouvoir développer par des prestataires externes. Donc on passe vraiment d'un système de telco à la techco. C'est-à-dire que les technologies de communication, les réseaux s'effacent de plus en plus devant les services. Et ça, c'est une tendance de fond qui est beaucoup mieux organisée par Open Gateway et par le GSMA, ce qui fait que les opérateurs vont pouvoir, normalement, générer beaucoup plus de valeur et donc de monétisation. Donc ça, c'est une initiative... Il faut m'expliquer pourquoi, parce que ce qui faisait la valeur des telcos, c'était leur réseau. Donc, cette bascule vers les services, ça peut être aussi une mise en danger. Ça peut être une mise en danger, bien sûr, mais bon... Parce que les services, c'est plutôt aujourd'hui les grandes plateformes américaines qui savent les maîtriser. Oui, c'est ça. Donc, il faut absolument... C'est pour ça que les telcos doivent devenir beaucoup plus des techcos et s'emparer de cela avec des super apps, des super applications qui vont permettre de développer tout un écosystème. On parle de la gamification, les hubs de jeux. Normalement, aujourd'hui encore, les opérateurs de télécom sont centraux et maîtrisent leur réseau. Il faut de plus en plus qu'ils aillent sur cette chaîne de valeur pour ne pas se faire manger par les plateformes. C'est un enjeu mondial. Ils peuvent le faire aujourd'hui. Est-ce que les acteurs européens sont bien placés ? Ils ne sont pas particulièrement bien placés du point de vue des plateformes, effectivement, mais ils ont cette capacité à se regrouper, à se fédérer entre eux. Et en étant forts ensemble, ils vont réussir à développer cet écosystème-là. C'est un enjeu stratégique pour les télécoms de demain, parce que sinon, effectivement, toute la valeur continuera d'être absorbée par les plateformes. Et il me semble que cette initiative doit être suivie de très près pour éviter justement que la virtualisation des réseaux conduise à la virtualisation des opérateurs eux-mêmes. Super intéressant. À suivre aussi, je pense, c'est ce futur du smartphone, puisque on nous parle de plus en plus des applications et des agents IA qui vont peut-être remplacer les applications qu'on utilise régulièrement dans notre smartphone. Vous surveillez ça aussi ? L'arrivée de l'IA sur le mobile ? À titre personnel, un peu. Ce qui pose plein de questions, parce que peut-être que c'est l'agent IA qui ira sur Instagram à ma place, regarder des contenus, s'alimenter de contenus, regarder des publicités. Donc on va faire de la publicité vers des robots qui peut-être achèteront aussi à notre place. Non, je pense que moi, ma crainte, c'est que... Parce que ça changerait quand même tout un business si les applications disparaissaient derrière les agents IA. Je pense que ça change beaucoup de choses pour beaucoup de gens, mais l'IA, elle a besoin de se nourrir. Elle va se nourrir de quoi s'il n'y a plus que des IA ? Oui. C'est une question qui n'est pas facile. Alors on peut se dire, si on fait un parallèle avec l'homme, nous on a créé notre propre contenu, et c'est à partir de ce contenu qu'on a continué à progresser. Oui. Donc peut-être que les IA vont aller dans ce sens-là, mais alors d'où va venir le business en fait, c'est ça la question. On va servir à quoi surtout? Non, mais si on n'achète plus en plus, voilà, c'est pas grave. Du moment que quelqu'un achète, l'économie est sauve. Ok. Non, ma crainte c'est que ça aille encore vers plus de consommation et de fait plus d'addiction, parce que pour créer les plateformes et les services, il va falloir créer des algorithmes qui poussent les gens à les utiliser. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux là. Et j'entends l'enjeu que tu décris. Effectivement, ouvrir les réseaux, virtualiser les opérateurs, etc., ça fait du sens et ça peut leur permettre de ne pas finir comme des commodités.
Mais la conséquence, elle n'est pas si évidente, quoi. Enfin, ça va dans le sens de notre société de consommation et de toujours plus. Il y a un autre enjeu pour les telcos, c'est les satellites quand même. Oui. Comment on réussit aujourd'hui à contrer Starlink? Le direct to cell. Alors, je pense qu'on est un champion européen, et même français, des satellites, qui est Eutelsat, avec une constellation basse orbite qui a tout à fait son rôle à jouer. D'ailleurs, j'ai signé des accords avec Eutelsat en Côte d'Ivoire, en Ukraine. Et le direct to cell n'est pas cette capacité qu'on a à téléphoner, à utiliser son téléphone en se connectant au réseau satellitaire de Starlink, qui est en train de faire un carton, qui va être concurrencé également par Amazon Leo, qui est en train d'être lancé en ce moment et qui sera opérationnel l'an prochain. Nous, on est un petit peu en retard quand même. Ouais, on est un peu en retard, mais on a quand même une constellation qui peut jouer un rôle. Il y a 600 satellites basse orbite qui sont tout à fait capables de rivaliser avec Starlink. Là aussi, ça renvoie à des questions de souveraineté. On ne joue pas avec les mêmes armes. N'oublions pas que Starlink a été massivement subventionné par l'État américain. C'est comme ça qu'il a pu se payer sa constellation. Alors nous aussi, on joue avec nos moyens de subvention vers Eutelsat, mais c'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc, il faut ce réflexe de souveraineté et ce locavorisme, y compris satellitaire, de façon à encourager notre indépendance. Mais il est vrai que cette tendance du direct to cell est profonde, massive, et va changer les communications. Ça n'existe, enfin, on aura toujours besoin de réseaux, bien entendu, mais on va faciliter le nomadisme en tout point. Il faut qu'on joue un rôle là-dessus. Mais ça viendra en complément des réseaux actuels. Oui. On ne parle pas du tout d'une substitution. Aucune substitution. Et justement, la valeur... On est sûr de ça? À court terme. Oui, non, mais... Voilà, à court terme, parce que... À long terme, je ne sais pas trop. Je pense que la capacité satellitaire, même si on considère l'ensemble de la constellation, n'égalera jamais le réseau mobile 5G, demain 6G, qui existe en Europe, et puis avec le fibrage de ces points hauts, on n'est pas sur les mêmes niveaux de capacité. On parle là des communications, qui est d'ailleurs le marché qui s'effondre aujourd'hui sur les télécoms. La data mobile en elle-même continuera, à mon avis, de transiter par nos réseaux cellulaires classiques, si tant est que les opérateurs de télécom réussissent à développer de la valeur au-dessus de leur réseau en veillant à, bien entendu, à la plus grande sécurité. Vous allez aller regarder ça au Mobile Congress. Et remettre un prix peut-être, oui. Ah ok, super. Je voulais juste vous faire voter carton rouge ou carton vert. Est-ce que sur ce futur du smartphone, est-ce que vous pensez que les agents IA vont tout casser et vont faire disparaître les applications et qu'on va complètement revoir notre manière d'utiliser notre téléphone? On peut s'abstenir ou pas? Non, ça va rien changer, pas tout de suite. Et vert, ça va être la révolution. J'ai envie de mettre les deux. Rouge et vert, c'est encore un peu tôt. Je vais mettre les deux également. On a le révolutionnaire. Non, mais en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, on peut utiliser ChatGPT pour aller consommer sur Le Bon Coin. Force est de constater aussi que 30% du trafic mondial sur Internet, c'est lié à des robots. Donc en fait, c'est pas aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de l'usage que c'est pas développé, mais tout est prêt aujourd'hui techniquement pour qu'on puisse... Et ça pourrait aller vite. Non, mais c'est vrai, j'ai dit non, pas tout de suite, mais ça pourrait aller assez vite. Oui, il y a toujours eu cette bataille de la poche, et maintenant on a un robot pliable, multipliable d'ailleurs, dans la poche. Donc c'est ce qu'on va voir à Barcelone dans quelques jours. Enroulable, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup Philippe Legrand, vice-président d'Infranum, président de Téléo. C'était avec nous Rodolphe Rodriguez, directeur général adjoint de Weborama. Et j'ai oublié de noter votre nom parce que vous êtes venu en remplacement. Anthony Cocker, de Lexine Technologies. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre grand débrief de la tech en direct sur Bismart tous les jeudis à 10h45. À la semaine prochaine. Merci.